Donc je me présente, Jérôme Hamel de la société Bureau Veritas. Donc je suis en charge de la cybersécurité chez Bureau Veritas. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette société, mais c'est une société qui fait de l'évaluation et de la certification. Donc typiquement pour mettre des produits sur le marché, vous devez être conforme à un certain nombre de standards et passer un certain nombre de certifications. Et Bureau Veritas se charge de faire ces évaluations et de délivrer les certificats. Et donc, forcément, depuis peu, il y a aussi des certificats qui commencent à arriver en cybersécurité. Et je suis donc en charge côté LCIE, qui est une subsidiary de Bureau Veritas, concentrée sur les objets IoT de la partie cybersécurité. Donc, la conférence aujourd'hui, c'est comment gérer les risques en cybersécurité. Donc l'agenda est divisé en 3. La première partie, c'est pour vous résumer en fait le lien entre la cybersécurité et l'analyse de risque. Et puis la partie 2 et 3, c'est deux méthodes un petit peu spécifiques pour faire de la gestion de risque. Une qui a été définie par l'ANSSI qui s'appelle l'IBIOS et une autre qui est plus orientée Monel de Monas qui a été définie par Microsoft. Donc là, le premier slide que je vous ai mis, c'est un slide qui résume un petit peu l'ensemble des normes qui sont applicables en fonction des domaines, des verticaux, en termes de cybersécurité, et tout ça sur une échelle de niveau de sécurité. Donc les niveaux High, Substantial et Basic, c'est ceux qui ont été définis par l'ENISA pour le Cyber Security Act. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais en tout cas, c'est donc tous les certifications qui vont être faites au niveau européen sont définies par rapport à ces niveaux-là. Et le niveau high, traditionnellement, c'est tout ce qui était infrastructure critique, paiement, etc. Donc ça existe depuis de très nombreuses années. Et le substantiel et le basique, c'est un petit peu nouveau. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des normes qui sont un petit peu maintenant applicables dans les différents secteurs d'activité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacune de ces normes, à chaque fois, en fait, ça demande plus ou moins une étude de risque. Donc, c'est-à-dire pour définir qu'est-ce que vous allez implémenter en termes de mesures de sécurité, vous devez d'abord faire une étude de votre environnement, de vos assets, etc., pour décider ce que vous allez faire. Donc c'est une démarche en fait qui est inhérente à la cybersécurité. Donc après, ce qu'on peut dire, c'est que pour les niveaux plus bas, parce que forcément c'est un effort et puis une expertise qui est quand même pas forcément évidente de faire une analyse de risque, c'est que quand on va vers les niveaux les plus bas, il y a ce qu'on appelle des profils, c'est-à-dire plutôt que de faire une analyse de sécurité complète, on va plutôt définir les mesures de sécurité qu'on va implémenter par rapport à un profil qu'on a sur le produit qu'on souhaite certifier en cybersécurité. Donc il y a aussi une nouvelle là, qui est tombée il y a 2 semaines que je voulais highlighter aujourd'hui. C'est pour tous les produits qui sont dans le scope de la RED. Donc la RED, c'est pour le marquage CE, c'est tous les produits qui ont des interfaces wireless. Donc pour être mis sur le marché européen, ils doivent être conformes à cette réglementation. Et cette réglementation, donc depuis le 29 octobre, a ajouté 3 exigences qui sont relatives à la cybersécurité. Donc c'est le fait de s'assurer de la protection du réseau, d'avoir des mesures de sécurité pour la protection des données personnelles et la privacy, et aussi de se protéger contre la fraude. Donc ça veut dire que tous les produits que vous voyez aujourd'hui sur le marché qui ont le marquage CE, ils avaient un certain nombre d'obligations pour pouvoir être mis sur le marché, et donc il y a des obligations supplémentaires par rapport à la cybersécurité qui sont applicables qui seront applicables à partir du fin de l'année. Donc aujourd'hui, ça va être sur base volontaire, parce qu'en fait, il y a toujours une période de transition pour que les fabricants puissent se mettre aux normes.
Mais à partir de mi-2024, ça sera obligatoire en fait de montrer une compliance par rapport à ces 3 exigences-là. Donc voilà, c'était pas forcément exactement l'objet d'aujourd'hui, mais comme c'est une nouvelle qui est assez importante dans le domaine de la cybersécurité, j'ai voulu l'intégrer. Donc après, en termes de vocabulaire, quand on parle de risque, en fait, il y a un vocabulaire inhérent à la cybersécurité que je voulais vous expliciter, donc avec des parallèles. Donc, on commence toujours par identifier les assets qu'on veut protéger. Donc, les assets, c'est ce qui est important pour l'entreprise. Ça peut être des données, ça peut être un processus de livraison ou en fait des équipements qui coûtent cher. Enfin, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est ce que vous voulez protéger à tout prix. Après, le secondary asset, c'est ce qui est autour de l'asset qui participe, qui appartient à l'entreprise, mais qui participe de la protection de l'asset principal. Donc là, dans cet exemple-là, on prend une princesse et un château, et un carrosse. Et une menace, c'est en fait quelque chose qui peut faire que votre asset soit attaqué. Donc là, le parallèle, c'est avec un barbare qui souhaite tuer la princesse. Et ce qu'on appelle une vulnérabilité ou une brèche, c'est quelque chose qui peut permettre à la menace d'arriver jusqu'à l'asset. Donc typiquement, là, une brèche dans le château, c'est un exemple de vulnérabilité, mais ça peut être donc un virus ou des choses comme ça. Et après, une attaque, c'est comment le barbare va utiliser la vulnérabilité pour atteindre l'asset. Donc typiquement, là, le moyen qu'il utilisera, il utilisera un bélier pour casser la brèche afin de pénétrer dans le château et aller jusqu'à l'asset. Et une mesure de sécurité, c'est ce que vous allez mettre en place pour empêcher que la menace puisse être mise à exécution. Donc typiquement, c'est une réparation de la brèche ou une tour de contrôle qui vous permettra de détecter l'arrivée du barbare. Et donc l'idée, c'est que quand vous avez identifié vos assets, les threats, les vulnérabilités, alors likelihood, on n'a pas parlé, c'est la probabilité qu'une attaque puisse se produire, et que vous avez mis en place les contrôles de sécurité, vous pouvez considérer que votre risque est acceptable et donc que vous avez atteint vos objectifs de cybersécurité. Donc la démarche est toujours un petit peu la même. Donc après, ce qui est important de retenir en cybersécurité, c'est qu'il n'y a pas que les mesures techniques et les mesures, ce qu'on appelle le security by design, c'est-à-dire ce qu'on va mettre en place techniquement pour protéger du produit, mais il y a aussi tout ce qui concerne les mesures, les mesures de cybersécurité organisationnelle, donc tout ce qui a trait à la connaissance, donc l'awareness des bonnes pratiques en cybersécurité par les différentes personnes qui sont impliquées dans l'entreprise, tout ce qui est gestion des achats, aussi que le management soit bien en contrôle de la cybersécurité. Et après, une fois que le produit est commercialisé, il y a également toutes les mesures post-livraison, donc c'est-à-dire le fait de bien monitorer les vulnérabilités qui sont liées au produit, d'avoir des mesures de détection d'attaque, ce qu'on appelle incident response, d'avoir des supervisions, d'avoir des mesures pour délivrer des patchs de sécurité, de faire du logging, des recovery plans. Donc tout ça, c'est ce qu'on met aussi en place en termes de cybersécurité après la livraison d'un produit. Donc le message, ce n'est pas simplement les mesures techniques qui sont dans le produit lui-même. Donc après, quand on fait une étude de risque aussi, on regarde toujours qui est susceptible de nous attaquer. Donc là, il y a souvent des profils d'attaquants qui sont un petit peu prédéfinis. D'ailleurs, c'est un peu les 5 qui sont ici. Il y a les États-nations, donc qui ont des moyens très importants et qui sont prêts à passer beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour faire une attaque. Donc typiquement pour attaquer par exemple une centrale nucléaire, comme ça s'est passé en Iran il y a quelques années. Il y a les cybercriminels qui ont un petit peu moins de moyens, mais qui sont quand même un gros niveau d'expertise. Il y a les compétiteurs qui veulent en fait qui veulent prendre votre place sur le marché, donc ils sont susceptibles de vous attaquer, donc ils n'ont pas forcément beaucoup d'expertise, mais ils ont éventuellement de la motivation et des connaissances de vos produits. Il y a ce qu'il ne faut jamais oublier aussi, c'est les employés en interne, parce que souvent on peut mettre toutes les mesures qu'on veut
en cybersécurité, si on n'a pas considéré aussi une attaque en interne de quelqu'un qui est mécontent et qui sera corrompu, on peut aussi passer à côté d'attaques vraiment importantes. Et après, il y a tout ce qui est vandalisme. Voilà. Donc après, quand on fait une analyse de risque, on regarde aussi pour quelles raisons l'attaquant, quelles sont les motivations de l'attaquant. Donc ça peut être de la géopolitique si on revient aux États-nations, ça peut être pour l'argent, donc l'extorsion, tout ce qui est ransomware, etc. Donc et la compétition, c'est pour prendre votre place. Donc c'est des choses qu'il faut faire quand on fait une analyse de risque. Donc les questions qu'on se pose, elles sont multiples. C'est qu'est-ce que je dois protéger en priorité ? Quels sont mes assets, quels sont mes primary attacks, quels sont les risques sur mes produits, quelles sont les expositions, donc c'est ce qu'on appelle notamment les surfaces d'attaque. Mais alors ça peut être des surfaces d'attaque techniques, mais ça peut être aussi des surfaces d'attaque dans notre écosystème. Par exemple, si vous avez un fournisseur IT, vous devez aussi regarder vos relations avec lui, quelle confiance vous avez en lui, quel est son niveau de cybersécurité. Donc quand vous avez des sous-traitants, ça fait partie aussi des analyses de risque à faire. Après, quels sont les scénarios d'attaque possibles ? Donc là, on commence à rentrer un petit peu plus dans la technique. Et au final, c'est quelles mesures je peux prendre pour que ces risques deviennent acceptables. Et après, il y a aussi toute la notion de gestion des risques tout au long du cycle de vie des produits ou des services. C'est-à-dire que vous allez faire une étude de risque à un instant T, mais ça va évoluer dans le temps, les menaces vont évoluer dans le temps. Et donc, vous devez mettre à jour votre analyse de risque pour vous assurer que vous continuez à traiter toutes les menaces qui sont possibles. Et ça peut aussi nécessiter à certains moments de faire des livraisons des mises à jour et des patchs. Donc, en termes de vocabulaire, on parle vraiment de vulnérabilité, de menaces, l'asset, l'événement redouté. Donc, l'événement redouté, c'est la description d'une attaque. Le likelihood, c'est la probabilité qu'une attaque arrive. Et la conséquence, c'est l'impact de l'attaque. Donc souvent, quand on veut mesurer un risque, on multiplie la probabilité que le risque arrive avec sa conséquence. Et si on atteint un certain niveau, on considère que le risque devient inacceptable et qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Par contre, si on est en dessous d'un certain niveau, on considère que le risque est acceptable et qu'on n'a pas besoin de le traiter. Donc ça, c'est vraiment le vocabulaire de base. Et après, vous avez donc ce qu'on appelle le Do, Check, Act, Plan. C'est le fait, d'identifier des risques, de vérifier que les mesures que vous allez mettre en place vont bien permettre de mitiger les risques. Et si ce n'est pas le cas, vous recommencez. Donc c'est un processus circulaire. Et ce qui est important aussi sur la gauche, c'est un autre process de gestion des risques. C'est le fait qu'il faut commencer par faire une étude de contexte. C'est-à-dire, forcément, si vous avez un device médical ou si vous avez une lampe connectée, ce n'est pas du tout le même contexte, ce n'est pas du tout la même criticité. Donc, vous devez toujours commencer par là. Donc, dans l'étude de risque, il y a toujours l'environnement qui est pris en compte. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction sur ce que c'est qu'une étude de risque. Et après, un peu plus précisément sur la méthodologie IBIOS qui a été définie par l'ANSSI. Donc, il y a une pyramide qui a été introduite pour expliquer en fait que le bas de la pyramide, c'est ce qu'on appelle finalement les bonnes pratiques de suivre des standards. Et la méthodologie IBIOS, c'est plutôt quand on veut aller plus loin. Et là, en fait, on va se concentrer sur les scénarios d'attaque. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à définir un ensemble de scénarios représentatifs du type d'attaque qu'on peut avoir. On ne peut jamais être exhaustif, mais l'idée, c'est de faire suffisamment de scénarios pour avoir pris en compte un peu tous les types d'attaques qu'on peut avoir et donc définir les contrôles associés. Donc, c'est vraiment orienté scénario. Donc, l'écosystème est bien pris en compte. Donc l'écosystème, typiquement, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'entreprise et qui peut impliquer des risques. Donc ça peut être les fournisseurs, les employés, les collaborateurs, etc.
C'est une méthode qui est vraiment basée sur des workshops et c'est quelque chose qui est très important quand on fait de l'étude de risque, c'est qu'il y a toujours une part de subjectivité et le seul moyen de réduire cette part de subjectivité, c'est d'avoir plusieurs avis et également plusieurs avis avec des expertises différentes. Donc, c'est-à-dire des expertises métiers, des expertises de cybersécurité, des gens plutôt qualité, des gens management. Et donc, par exemple, quand vous allez faire une évaluation de niveau de risque, vous allez avoir des avis différents en fonction des gens et dans le workshop, vous allez vous aligner pour arriver à une sorte de consensus sur le niveau de risque et s'il est acceptable ou non. Donc c'est vraiment important d'avoir suffisamment de personnes et donc ça se fait par workshop. Et l'idée, c'est également d'impliquer le management, notamment pour définir le début du cycle, qui est de dire qu'est-ce qu'on redoute au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce qui est le plus important en termes de valeur de l'entreprise qu'on souhaite protéger. Donc voilà, ça c'est les principes de haut niveau. Et donc, c'est défini en 5 ateliers. Donc le premier atelier consiste à expliquer quelle est la baseline en fait, de sécurité, qu'est-ce qu'on applique aujourd'hui dans l'entreprise, est-ce qu'on a déjà des bonnes pratiques qui sont écrites, est-ce qu'on utilise des standards, est-ce qu'on a des standards de code, est-ce qu'on a des best practices de design, est-ce qu'on fait des tests de cybersécurité. Et après, on identifie donc ce qu'on souhaite protéger, les assets, etc. Donc ça, c'est le premier workshop. Et ensuite, on avance en fait jusqu'à aller vers la réalisation de scénarios d'attaque. Et donc, le deuxième workshop va se concentrer sur tout ce qui est les objectifs et les sources de risque. Donc ça va être le deuxième workshop. Après, ça va être le troisième workshop, c'est comment les événements redoutés peuvent arriver à travers l'écosystème. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est une attaque directe, une attaque indirecte? Donc, c'est une description d'un scénario d'attaque, mais de relativement haut niveau. Et le quatrième workshop va consister à décliner les scénarios d'attaque en ce qu'on appelle scénarios opérationnels, c'est-à-dire vraiment des attaques précises qui vont préciser comment l'attaquant va s'y prendre pour atteindre son objectif. Donc c'est quelque chose de très progressif en termes d'approche. Et donc chaque workshop a son objectif avec ses entrées et ses sorties et est réutilisé avec le workshop suivant. Et le dernier workshop consiste à vérifier que l'ensemble est cohérent et complet et à vérifier qu'on va bien prendre en compte les différents contrôles de sécurité pour contrebalancer les attaques qu'on a définies. Donc là, je vous montre un petit peu plus en détail ce qu'on entend par événement redouté. Donc le risque source, c'est l'attaquant en fait, hein, c'est ce qu'on a vu au départ. Et le final state, c'est son objectif. Et après, c'est comment il va s'y prendre. Donc on identifie ça au workshop 2. C'est ce qu'on appelle les couples sources de risque, événements redoutés. Au deuxième workshop, on va identifier comment l'attaquant pourrait s'y prendre pour atteindre son objectif, mais de façon, je dirais, conceptuelle. Donc, c'est-à-dire quels sont les événements successifs qui vont arriver, comment il va s'y prendre de façon organisationnelle. Et après, au niveau 4, on va définir vraiment les actions techniques qu'il va prendre pour atteindre son objectif. Et donc au scénario 4 également, une fois qu'on aura identifié un certain nombre de scénarios opérationnels, on va sélectionner ceux qu'on garde et ceux qu'on ne garde pas en fonction de la probabilité d'occurrence et également l'impact de l'attaque, si jamais elle va jusqu'au bout. Et donc le dernier workshop, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu une revue complète de compléter pour voir qu'on n'a rien oublié et voir qu'on prend bien les contrôles de sécurité. Donc là, il y a un exemple qui est fourni par l'ANSSI. C'est une société de biotechnologie qui fabrique des vaccins. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette méthodologie propose des définitions pour mettre des
des ratings sur les risques. Donc, sur la gauche, vous avez les conséquences, donc l'impact qui va de 1 à 4. Donc, on voit que 4, c'est quand il y a un impact sur la sécurité d'une personne avec une vie qui est menacée. Le 1, c'est quand il n'y a pas d'impact sur l'opérationnel, et donc il y a aussi un niveau 2 et un niveau 3. Et après, en fait, sur la droite, vous voyez ce qui est censé sortir de l'atelier 2, donc c'est-à-dire les événements redoutés. Donc, je vais juste prendre le premier comme exemple, c'est perte ou destruction d'informations d'études recherchées, donc conduisant à un fort impact. Donc, c'est-à-dire c'est comment de l'IP de l'entreprise qui est perdu. Donc là, ils ont considéré que la gravité était de 3. Pour les vaccins, fabriquer des vaccins, donc là c'est pendant la R&D. Après, il y a dans le processus de fabrication lui-même. Donc si jamais c'est interrompu à cause d'une attaque, là ça peut avoir un impact vital, puisque des vaccins qui permettent de sauver des vies ne seront plus fabriqués, donc ça sera mis au niveau 4. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait à l'atelier 2. On identifie les couples événements redoutés, objectifs visés, et on met un niveau d'impact. J'espère que c'est assez grand, oui. Donc là, on voit ce qu'on appelle, là du coup c'est un peu en français, donc c'est objectif visé, source de risque. Donc, c'est pareil, dans les sources de risque, on met une cotation sur la motivation et les capacités de l'attaquant, pour mettre un niveau également sur la source de risque. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que un concurrent, par exemple, là, dans ce cas-là, le SR1, va être considéré comme de niveau 3 parce qu'il a une forte motivation et il a pas mal de ressources. Et en fait, l'activité, c'est un combiné des deux. Et après, c'est qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, on va retenir dans les objectifs visés. Il va essayer de voler des informations. Donc, on prend un couple source de risque, objectif visé, on l'évalue. Et après, en fonction de l'évaluation, on le retient ou pas pour l'étude des attaques. Donc typiquement, il y a des choses qui vont être mises de côté. C'est un activiste, c'est un risque, mais on considère qu'il a une bonne motivation, mais il a peu de ressources. Et au final, finalement, le risque étant faible, on va pas aller plus loin dans l'étude des scénarios par rapport à ce couple SROV. Donc c'est ce qu'on fait à l'atelier 2. À l'atelier 3, en fait, on va commencer à identifier l'écosystème. Donc, c'est comment un attaquant pourrait utiliser l'écosystème pour atteindre sa cible. Donc, là, si on prend l'écosystème du fabricant de vaccins, donc il travaille avec des universités, des régulateurs, des laboratoires. Et en fait, on va mettre aussi une évaluation sur chacun de cette personne de l'écosystème, sur la dépendance qu'on a par rapport à eux, c'est-à-dire pour fournir le service ou pour faire notre produit, comment on est dépendant de cet écosystème, et aussi la pénétration qu'ils ont dans l'entreprise, c'est-à-dire ce dont on a besoin de leur part pour pouvoir faire notre travail. Et on va coupler ça avec la maturité cyber qu'on pense, qu'on évalue de la part de ce membre de l'écosystème, et la confiance qu'on a en ce partenaire. Et à partir de là, on va émettre un niveau de menace. Donc là, typiquement, c'est qu'on considère que les clients, c'est des gens avec qui ils veulent travailler avec nous. Ils ont peu de pénétration et d'impact sur notre activité, donc on a une bonne confiance. Par contre, si on prend le prestataire informatique, là, on est très dépendant. Il a aussi beaucoup d'informations, des codes administrateurs, etc. Donc, il peut vraiment faire des choses... Enfin, il peut vraiment avoir un impact s'il souhaite attaquer, ou si on passe par son réseau pour nous attaquer. Donc, l'exposition est importante. On pense qu'il a une maturité cyber qui est éventuellement pas mauvaise,
mais on n'a aucune idée du niveau de confiance. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît très bien, on travaille avec lui. Voilà. Donc on fait cette évaluation-là, et donc là, on arrive à un niveau de menace qui est important pour le prestataire de services informatiques. Donc, je vais voir si je vais assez vite. Oui, donc là, je suis très en retard. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est après, on fait des scénarios pour dire par où on peut passer pour faire une attaque. Et donc, ça se décompose en 4 colonnes. Connaître, rentrer, trouver, exploiter. Donc, connaître, c'est les informations qu'il faut... Quand on fait une attaque, en fait, ça commence toujours par une phase de reconnaissance. Donc, c'est-à-dire d'apprentissage... soit du produit, de l'écosystème, des interfaces, des réseaux qui sont utilisés, peut-être aussi des versions de software qui sont utilisées afin de connaître les vulnérabilités. Après, pour rentrer, on utilisera plusieurs techniques. Donc, il y a par exemple des mails d'hameçonnage, intrusion via le site du CE. Donc voilà, c'est toutes les façons qu'on peut avoir de rentrer. Et après, une fois qu'on est au sein du réseau, il y a une phase de reconnaissance pour vraiment aller directement sur la cible qu'on souhaite attaquer. Donc, c'est la phase trouver. Et après, exploiter, c'est vraiment... on fait les actions sur notre cible. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un scénario conceptuel qui est défini à ce niveau 4. Non, ça, c'est un scénario opérationnel, pardon. Donc, puisque c'est détaillé, on explique vraiment comment on va faire. Donc là, j'ai été assez vite. Enfin, normalement, c'est quand même assez complexe, mais j'espère que ça vous donne au moins une idée de comment ça fonctionne. Donc ça, l'avantage de cette méthodologie IBIOS, c'est que c'est très large et ça prend en compte vraiment tout l'écosystème de l'entreprise. Donc, je dirais c'est très complet. Après, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en arrivant au niveau 4, ça reste encore peu technique. C'est-à-dire que les contrôles que vous allez mettre en place, il faut après faire quand même une étude technique pour voir comment vous contrez les différents scénarios d'attaque que vous avez identifiés. Et après, une étude qui est beaucoup plus technique et orientée produits et systèmes, c'est ce qu'on appelle le threat modeling. Donc, le threat modeling, ça se fait un petit peu en 4 parties. Premièrement, c'est toujours cette identification des assets, sur quoi on travaille, qu'est-ce qui est important pour nous, et qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe mal. Donc ça, c'est des questions un petit peu haut niveau, mais qui se déclinent après en questions plus précises. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça arrive. Et à la fin, la partie 4, c'est est-ce qu'on a bien travaillé, est-ce qu'on a bien analysé nos menaces et comment on peut les contrer. Et encore une fois, le principe qui est retenu, c'est de faire ça avec une multitude d'expertises afin de minimiser en fait toute la partie subjectivité et avoir une vision la plus globale possible des menaces et aussi de l'impact et de ces menaces. Donc il faut des discussions ouvertes, des brainstorms et plusieurs membres, plusieurs expertises dans l'équipe qui va travailler sur ce sujet. Donc, et après, bon là c'est juste pour dire que quel que soit le modèle qu'on fait, il ne sera jamais parfait, mais il sera, plus on creusera, plus on aura une équipe étoffée pour le faire, plus ça sera précis. Et d'autre part, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est pas... Oui, si c'est fait par une personne, ça sera forcément moins précis et moins sûr en termes de résultats. Donc, pour effectuer les 4 points donc, qui sont ici, les 1, 2, 3, 4 de ce slide-là, en fait, le modèle Stride propose 4 étapes. La première étape, c'est la création d'un diagramme. Donc, c'est un diagramme, une architecture avec des interfaces. Ensuite, l'identification des potentielles menaces. La troisième partie, c'est comment on peut contrer ces menaces. Et la quatrième partie, c'est valider l'ensemble. Donc, pour définir le diagramme, en fait, il y a un code qui a été défini qui aide aussi à bien formaliser les choses. Donc, les process sont entourés, sont mis dans des cercles.
Donc les exemples, c'est des applications web, des firewalls, des composants. Après, il y a tout ce qui est les entités externes, donc par exemple des services ou des utilisateurs externes. Après, il y a toutes les données qui sont importantes pour le système. Donc, ce n'est pas la peine de mettre toutes les données, mais il faut mettre au moins les données qui sont importantes pour décrire le système. Donc, typiquement, la mémoire, les databases et les fichiers importants. Et après, en fait, il y a les data flows. Donc, c'est les transferts de données qui sont effectués pour rendre un service. Donc, c'est les communications entre entités. Et il y a une cinquième notion qui est la zone de confiance. Donc, c'est en fait quand on passe d'une zone à une autre et qu'on considère qu'en fait qu'on change de niveau de confiance. Donc, typiquement, on dit toujours que l'Internet, c'est le niveau de confiance le plus bas. Et après, par exemple, quand on rentre dans un réseau interne, forcément, il y a déjà plus de sécurité et on a un niveau de confiance plus important. Donc là, il y a un exemple qui vous est donné sur un diagramme. Donc Contoso, c'est en fait une vente en ligne Microsoft qui est fait plutôt pour faire des exercices. Et donc l'idée, voilà, c'est de dire le modèle, c'est que en fonction de l'endroit où vous êtes, on vous propose des services d'achat que vous pouvez utiliser avec votre mobile. À ce moment-là, vous accédez d'abord à ce qu'on appelle une DMZ. Donc c'est une zone intermédiaire qui permet justement d'éviter un accès direct au réseau interne. Donc avec un cache de database. Et puis au final, vous finissez par atteindre le réseau du marchand, donc avec la database et aussi une partie notification. Donc là, on voit qu'il y a l'utilisateur qui est dans enfin, c'est l'application mobile. Il y a un premier niveau de confiance quand on traverse le HTTP, puisque après on passe en HTTPS, et après un deuxième niveau de confiance quand on sort de la DMZ pour aller dans le réseau interne. Donc c'est ce genre de choses que vous faites en première étape pour définir un diagramme. Donc bon, là c'est juste un exemple. Ça se fait après. En général, vous partez éventuellement d'un diagramme d'architecture que vous avez déjà pour définir votre service et vous le déclinez après en Dataflow diagramme, qui est le nom pour ce type de diagramme, en utilisant ces conventions. Donc une fois que vous avez ce Dataflow diagramme, vous allez essayer d'identifier les attaques. Et la façon de faire de Stride, c'est d'identifier les attaques par type d'attaque. Et en fait, Stride, ça veut dire, c'est les premières lettres de 5 mots. Donc spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service and elevation of privilege. Et donc, quand vous allez essayer d'identifier vos attaques, vous allez regarder sur votre Dataflow diagramme, qu'est-ce qui peut se passer en termes d'usurpation, qu'est-ce qui peut se passer en termes de problèmes d'intégrité, de répudiation, de confidentialité, etc. Donc vous réutilisez finalement le diagramme et le type d'attaque pour essayer d'identifier des attaques. Donc c'est le principe de Stride. Et vous pouvez éventuellement vous aider. Alors soit vous faites ça from scratch, c'est-à-dire vous discutez entre experts qui font le modèle de menace pour essayer d'identifier le type d'attaques qui sont liées à Stride. Ou sinon, vous pouvez aussi vous aider d'attaques, des librairies d'attaques qui existent publiquement. Donc, je vous donnerai un peu quelques références à la fin. Donc là, juste un rappel, si vous connaissez peut-être pas ces notions, mais le spoofing, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc ça peut être soit une personne, soit un processus. C'est assez général, ça veut dire on prend la place de quelqu'un. La répudiation, c'est de nier qu'une action a été faite. Donc si on n'a pas de moyen de prouver qu'une action est faite, ben, ça peut forcément être nié. Et tampering, c'est vraiment une atteinte à l'intégrité.
Disclosure, c'est tout ce qui est information disclosure, c'est tout ce qui est lié à la confidentialité. Elevation of privilege, c'est quand on arrive à avoir un niveau, un rôle différent de celui qu'on a au départ, c'est-à-dire on devient administrateur, par exemple, quand on se connecte par certaines techniques. Et le déni de service, donc ça, c'est quelque chose qui rend le système inopérant. Donc, initialement, c'était tout ce qui était des flots de données qui étaient trop importants et du coup, le serveur n'arrivait pas à répondre. Mais c'est beaucoup plus général que ça. C'est tout ce qui rend le service inopérant. Donc, après, il y a quelque part des mitigations un peu systématiques à prendre en compte en fonction justement de ces types de menaces. Pour éviter le spoofing, ce qui fonctionne, c'est tout ce qui est authentification. Techniquement, c'est tout ce qui est digital signatures. Après, le tampering, c'est tout ce qui est intégrité. Donc ça se fait par hashing de checksum. Donc là, c'est juste vraiment simplifié, on va dire, mais c'est juste pour vous donner une idée un peu des types de mesures qu'on peut mettre en place. La répudiation, c'est tout ce qui est traçabilité, logging, non-répudiation, et ça utilise aussi les signatures pour savoir qui a fait quoi. Information disclosure, c'est tout ce qui est lié à la confidentialité, et ça se fait par encryption, parce que quand vous récupérez des données encryptées, si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas les utiliser. Le déni de service, c'est tout ce qui est lié à la disponibilité, donc il n'y a pas de lien cryptographique. Bon, évidemment, il y a des mesures à prendre en compte, mais ce n'est pas des mesures liées à de la cryptographie. Et l'élévation de privilège, c'est la même chose. Donc, après la phase de validation, c'est la dernière phase, c'est bien vérifier que les mitigations qu'on a mis en place par rapport aux scénarios d'attaque qu'on a définis sont efficaces. Donc, est-ce qu'elles ont le bon effet? Donc, ça peut se faire avec des tests. Donc, ça peut se faire conceptuellement, mais aussi avec des tests. Et après, il faut aussi vérifier que ce qu'on met en place ne va pas créer de nouveaux problèmes, de nouvelles vulnérabilités. Donc, ça, c'est toute la phase de validation. Et donc là, il y a un autre exemple où on vous montre un petit peu la sortie d'un stride très simplifié, donc avec un niveau de menaces. Il n'y a que 4 menaces qui ont été identifiées. Donc c'est pour un système de paiement, enfin pas un système de paiement, plutôt un système de distributeur de billets, donc avec une carte. Et donc l'idée c'est de dire tous les types de ce qu'on appelle les assets qu'on veut protéger. Donc il y a la carte de crédit, les données personnelles de l'utilisateur, le user credential, parce que sinon ça peut permettre d'aller plus loin dans la database, et également tout ce qui est blog administrateur. Donc ça, c'est ce qu'on identifie dans les premiers au départ, les assets. Après, les menaces, c'est tout ce qui est les TA, donc un utilisateur qui utilise une carte qui n'est pas à lui, par exemple. Le TA2, c'est ce qu'on appelle le man in the middle, donc c'est quelqu'un qui va intercepter les communications et qui va renvoyer d'autres messages que ceux qui sont attendus pour essayer de récupérer des choses. Et donc, après, il peut y avoir quelqu'un de corrompu dans le partenaire de la credit card, etc. Donc, et là, dans ce schéma-là, vous voyez un petit peu tout ce qui peut arriver. Et également, donc, le dernier point, c'est les mesures de sécurité. Donc, la mesure de sécurité, c'est de mettre en place l'HTTPS pour tout ce qui est communication TCP/IP, d'avoir des mesures d'authentification, de faire du hashing de password. Donc, c'est des choses très simples. Là, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc là, le dernier point, c'est juste quelque part la baseline pour tout ce qui est thread modeling. Donc, il y a la personne connue qui a mis en place un peu le thread modeling, c'est Adam Shostak, qui a écrit un bouquin assez volumineux sur le sujet. Après, il y a tout le tooling qui a été fait par Microsoft autour de ça, donc qui inclut le stride, mais il y a aussi il y a des possibilités de description avec aussi lié à une database d'attaques qui sont mis en place avec l'outil de Microsoft.
Après, il y a des jeux en fait qui permettent, des jeux de cartes qui permettent d'aider à identifier des menaces. Donc ça permet de le faire de façon un peu plus ludique. Et après, ben, là j'ai mis 2 exemples, mais il y en a d'autres. Il y a des menaces qui sont plus liées à certains secteurs d'activité. Donc typiquement l'annexe 5 de la régulation pour le véhicule, c'est une base de données en fait des attaques minimum qu'il faut qu'un fabricant automobile doit prendre en compte. Et l'appendice E, là, le NIST Special Publication, c'est toutes les attaques dites unitaires qui peuvent être réalisées par un attaquant, enfin, du point de vue du NIST. Donc voilà, ça, c'est des choses pour creuser si vous voulez. Donc là, j'ai presque fini, oui, il me reste 5 minutes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans toute action de cybersécurité, si on veut aller loin, il faut faire une analyse de risque afin de définir des contrôles de sécurité qui sont proportionnés et adéquats. C'est-à-dire que si vous définissez des contrôles de sécurité sans avoir réfléchi au risque, bah, vous pouvez passer à côté de quelque chose d'important et vous pouvez éventuellement mettre des choses en place qui sont inutiles. Et puis donc il y a 2 exemples. l'IBIOS, c'est quelque chose de très complet parce que ça prend en compte notamment tout l'écosystème, ça implique le management, etc. Donc et ça prend en compte tout l'écosystème et le life cycle. Donc c'est une méthode intéressante si vous voulez quelque chose de large. Stride, c'est beaucoup plus orienté technique et vraiment lié aux surfaces d'attaque et à l'architecture de votre système. Et ces deux méthodes qui se combinent bien entre elles. Et dans tous les cas, en fait, c'est important de faire ça avec une multitude de profils différents pour maximiser en fait l'efficacité de l'approche risk analysis. Voilà, bon, il reste juste un tout petit peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y en a quelques-unes quand même ? Non, pas de questions. Bah écoutez, je vous remercie. C'est souvent ce qu'on dit quand il n'y a pas de questions. Ça peut être soit ça, soit l'inverse que personne n'a rien compris, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie.